Même si les guides touristiques de l'environnement du lac n'en parlent pas, on y fait surtout référence aux églises très jolies par ailleurs du bocage champenois qui sont essentiellement construites en pans de bois. Dans ce pays de marécages et de gens, une église faite de pierre est d'autant plus remarquable. La plupart des murs sont construits en craie, mais de nombreuses pierres en grès, dont on ne connaît pas la provenance, viennent s'enchevêtrer dans les pierres de calcaire. La tour, inachevée ou démolie, est recouverte d'un clocher à moitié bulbe ou dôme impérial. On le nomme aussi le casque à pointe. Cette forme, dite à l'impériale, a pour origine la ville de Florence, en Italie, au XIVe et XVe siècle. On dit à l'impériale parce que sa forme rappellerait celle de la couronne de l'empereur d'Allemagne. Cette couronne d'empereur, surmontée d'une boule ou d'une croix, est synonyme de majesté, de grandeur, de richesse. En fait, cette couronne ressemble plutôt aux bulbes orientaux. Le qualificatif bulbeux est souvent associé au clocher comtois. Si on s'en tient au vocabulaire des descriptions et définitions architecturales, il serait impropre de parler d'un toit bulbeux pour un toit à l'impériale. Les définitions comparatives sont éloquentes. Mais pour faire rapide, à la différence du clocher impérial, le bulbe est plus creux en sa partie inférieure. Il se rencontre souvent en Savoie et aussi dans les Vosges. Sa forme à quatre faces est surmontée du traditionnel globe, de la croix et du coq. La base est identique, mais plus ou moins étirée. En hauteur, la couverture est essentiellement composée de tuiles vernissées, sauf dans les régions froides et enneigées, où les tuiles sont en métal ou en tavaillant. Ce sont des tuiles de bois. Ni les spécialistes, ni les historiens, les plus affirmés, nul ne sait vraiment l'origine de cette forme de clocher à l'impériale. Mais est-ce bien nécessaire? Le doute n'est-il pas intéressant? Il incite à la recherche, aux hypothèses, aux supputations, et laisse place au débat et à l'imagination. Il semblerait que le dôme du clocher ait été restauré dans sa contexture actuelle, entre 1896 et 1897. En effet, on retrouve dans les archives une délibération concernant une importante dépense pour la réparation de l'église à cette date. Mais puisque nous avons beaucoup parlé du clocher, je vous y conduis. Si les cloches ont leur importance dans une église, il est évident qu'une autre résonance doit en sortir. Le chant. À Jean Creuil, nous avons retrouvé une liste de chantres
Du 7 février 1876 au 29 mars 1879, il s'agissait de M. Borneau. À partir du 21 novembre 1879, de Charles Lalore. Du 22 mai 1883, venait le tour d'Alfred Lauvergnat. En 1896, la paroisse de la commune de Jeancreuil possédait 2 chantres. Le premier, nommé Brunette, était rétribué par la commune. Il touchait les mandats délivrés par le maire. Le deuxième était nommé Lalore, Placide. Trésorier de la fabrique et conseiller municipal, il était rétribué par la fabrique. Le 1er janvier, Brunette, premier chantre, cessait ses fonctions. Le second chantre, Placide, a continué de chanter jusqu'au 20 février de la même année. Était-ce là la naissance de la première querelle de clocher? Monsieur Contant, maire de Jeancreuil, écrivait alors: « Si le desservant l'a nommé chantre, je l'ignore, car il ne m'a pas soumis sa candidature. C'est pourquoi je refuse de lui délivrer un mandat. La commune ne lui doit rien, que la fabrique le paie. » Entrons maintenant dans notre église. Sous le vocable de Saint-Pierre Esnien, notre église est en forme de croix latine. Son sanctuaire est rectangulaire. Elle date du XIe siècle pour sa partie la plus ancienne et a été remaniée au XIIIe et XVIe siècle. Les vitraux sont du XIIe et XVIe. Pour ces derniers, il s'agit de dons faits à la commune. Elle a 3 travées et 2 collatéraux. La voûte et la fenêtre orientale, ainsi que les baies des collatéraux, datent du XVIIIe siècle et le reste du XIIIe. Dans la nef, le mur occidental, les baies des collatéraux datent du XVIIIe siècle, le reste également du XIIIe. Le transept d'une travée et les voûtes sont du XVIe, sauf les arcs doubleaux qui remontent au XIIe. Les piliers sont carrés, leurs chapiteaux consistent en un congé et 2 filets. Sa porte principale date du XVIe et a été renforcée au XVIIIe. Le sol est en carreau d'origine, terre cuite avec fragments et du dallage en pierre. Un pavé est encore estampillé Aube, Belot ou Bedeau. 2 tombes restent dans la nef. Est-ce l'influence des moines de Saint-Bernard de Clairvaux qui a valu dans notre région la construction de nombreuses églises? En tout cas, là où guerre et cataclysme n'ont pas tout détruit, il reste les vestiges de ce XIIe. Ici, les colonnes et chapiteaux XIIe sont présents au transept et au chœur. Malheureusement, enrobés dans une maçonnerie dégradée maintenant, mais qui avait pour but essentiel d'empêcher l'effondrement des murs. Murs difficiles à dater. Si le pilier de la nef montre qu'ils ont suivi de peu ceux du chœur, on avance au XVIe, les fenestrages latéraux paraissent antérieurs.
Et si vous passez à la bonne saison, vous rencontrerez probablement de grands voyageurs qui viennent et reviennent chaque année saluer notre clocher. L'église a subi quelques travaux, notamment son soutènement et un échafaudage qui nous a permis de faire quelques découvertes. Nous avons pu nous approcher ainsi des clés de voûte et découvrir en haut des piliers des visages de moines, des visages souriants, moins souriants, d'autres très sérieux, un angelot. Et puis le plus marrant, un personnage qui s'est amusé depuis le XIe siècle à nous tirer la langue. Oui, c'est original, surtout dans une église. Mais le personnage clé, voilà notre tireur de langue, le personnage clé étant notre fou. Un fou sur le côté d'une clé de voûte qui se gratte allègrement les fesses. Avouez qu'il a sa place dans une église.